La saison 5 du podcast de Flash Formation est présentée par Francis Perrault-Varin, courtier hypothécaire chez Multiprêt Hypothèque. Francis Perrault-Varin, pompier comme vous, courtier hypothécaire pour vous. Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode du podcast de Flash Formation spécial FlowPath aujourd'hui. J'avais envie de vous faire un épisode parce que avec la sortie de notre nouvelle revue version électronique, je me suis rendu compte qu'on parlait souvent de FlowPath au podcast, mais on n'avait jamais consacré un épisode au FlowPath, donc comprendre exactement qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qu'il en était. Donc aujourd'hui, ça va être le sujet de notre émission, de mieux comprendre les FlowPath, à quoi ça sert d'analyser le FlowPath, qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme information au niveau de notre incendie. Donc ça va être un peu un résumé finalement de la formation FlowPath chez Flash Formation. J'en profite d'ailleurs pour vous inviter à vous inscrire à notre infolettre. Vous avez simplement nous écrire à info@flashformation.com et on a créé un nouvel infolettre qui nous permet d'avoir un magazine en ligne que vous pouvez aller consulter, la revue Flash Formation, quand j'appelle la revue 2.0. Donc, c'est vraiment une version électronique de la revue où vous avez des articles, mais vous avez aussi des vidéos, des extraits du podcast qui nous permettent justement d'aller chercher puis de bonifier ces informations-là. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux vous parler? Comme je vous disais, le FlowPath. De quoi on parle quand on parle de FlowPath? C'est le mouvement convectionnel des fumées et de l'air qui va se produire à l'intérieur d'un incendie. Donc, on le sait, lorsque j'ai un feu dans une pièce, ça va générer une surpression des fumées. Donc, les fumées qui vont être plus chaudes vont vouloir sortir à l'extérieur et le feu qui va vouloir consommer de l'air, qui va avoir besoin du comburant, va aspirer l'air vers l'intérieur. Ce mouvement-là, donc, d'avoir la sortie des fumées d'un côté et l'entrée d'air de l'autre, c'est ça qu'on appelle le FlowPath, les mouvements convectionnels donc à l'intérieur. Pourquoi est-ce que je dois considérer mon FlowPath? Bien, c'est très, très simple. Premièrement, la sortie des fumées va être un facteur de propagation parce que mon feu va dégager, oui, un rayonnement, mais les fumées qui sont au-dessus, donc les particules de carbone qui sont chaudes et qui vont sortir à l'extérieur, eux aussi vont émettre un rayonnement, eux aussi vont être chaudes. Et au fur et à mesure qu'ils vont sortir, ils vont libérer donc leur énergie par radiation et ils vont réchauffer les compartiments en sortant, donc les compartiments par lesquels ils vont sortir. Donc, la propagation de mon incendie va se faire, entre autres, par ces mouvements de fumée chaude vers l'extérieur. Mais de l'autre côté, il va y avoir la quantité d'air, la quantité d'oxygène qui va rentrer à l'intérieur du bâtiment et ça va déterminer la puissance de mon incendie. Donc, tantôt, je vais réexpliquer, puis on en a souvent parlé à l'épisode, on va juste réexpliquer le terme de puissance. Pourquoi est-ce que je dois considérer ma puissance de mon incendie et non pas seulement ma température qui est donnée par ma caméra thermique? Donc, le FlowPath va générer justement une entrée d'air et une sortie de fumée. Maintenant, comment est-ce que je vais pouvoir analyser le FlowPath? Mais c'est très simple. Je vais avoir ce qu'on va appeler des FlowPaths unidirectionnels et je vais avoir des FlowPaths bidirectionnels. Le FlowPath unidirectionnel, ça veut dire qu'il s'en va dans une seule direction. Et là, il faut prendre en considération par quelle sortie j'analyse mon FlowPath. Donc, j'arrive sur les lieux d'un incendie, j'ai de la fumée qui sort à plein de ma fenêtre du deuxième étage. Quand je dis à plein, là, ça veut dire qu'il n'y a aucun plan neutre. Ça veut dire que du haut de la fenêtre jusqu'au bas de la fenêtre, j'ai de la fumée qui sort. Et on appelle ça, par cette fenêtre-là, un FlowPath unidirectionnel. Donc, il n'y a pas d'entrée d'air dans le bas de la fenêtre, c'est seulement de la fumée qui va sortir. Mais ça, c'est un FlowPath unidirectionnel. Ça veut donc dire que mon incendie prend son air d'un autre endroit que cette fenêtre-là, parce que le feu a besoin d'air pour respirer. Et nécessairement, si j'arrive et que j'ai un exemple dans un incendie où j'ai une chambre à coucher qui brûle et j'ai un FlowPath unidirectionnel
par la fenêtre du deuxième étage en façade du bâtiment, bien, c'est sûr que j'ai la porte d'entrée de la chambre qui est ouverte. Pourquoi je le sais? Parce que si la porte d'entrée de la chambre était fermée, bien, il faut que mon feu tire son air de quelque part. Bien, nécessairement, j'aurais un plan neutre. Donc, j'aurais peut-être le trois quarts de la fenêtre qui sortirait en fumée, mais j'aurais une partie du bas de la fenêtre qui, elle, serait de l'oxygène qui rentrerait vers mon foyer d'incendie. Donc, c'est ce que c'est un flow path unidirectionnel. C'est quand j'ai une sortie où c'est l'ensemble de la fumée qui sort. Est-ce que je pourrais avoir un flow path unidirectionnel, exemple, par une entrée d'air? Ben oui, c'est juste que comme c'est de l'air qui rentre à l'intérieur, bien, j'ai de la misère à évaluer que c'est un flow path parce que tout ce que je vais avoir, c'est de l'air qui rentre en dedans à 100%. Mais mon flow path unidirectionnel, c'est donc un endroit où l'air va rentrer à une direction et la fumée va sortir de l'autre côté dans une autre direction. À l'inverse, je pourrais avoir un flow path bidirectionnel. Donc, le même exemple que je donne tantôt, le foyer d'incendie qui est situé dans ma chambre au deuxième étage, mais à ce moment-là, j'ai le trois quarts de fumée de ma fenêtre, de la fumée qui sort au trois quarts de ma fenêtre, et la partie du bas, c'est de l'air qui rentre à ce moment-là. Bien, on va appeler ça un flow path bidirectionnel. J'ai donc deux directions, une sortie de fumée et une entrée d'air à l'intérieur. Un flow path bidirectionnel, je pourrais avoir ça, exemple, dans un corridor aussi. Donc, je me dirige vers le foyer d'incendie, je progresse dans mon corridor, mais j'ai de la fumée qui va sortir au-dessus de la tête et j'ai l'air qui va s'en aller vers le foyer d'incendie. Donc, il y a un mouvement d'air contraire et un mouvement au mouvement de fumée. C'est ce qu'on va appeler un flow path bidirectionnel. Le mouvement d'air et le mouvement des fumées est hyper important à considérer. Comment est-ce que je vais faire pour avoir un mouvement, une analyse finalement de mon flow path? Très, très simple. Il faut que je fasse mon 360. Je dis simple, c'est simple à dire, c'est pas nécessairement facile à faire. Mais de faire un 360 du bâtiment et de voir l'impact de l'ouverture et des ouvertures qu'il y a sur le bâtiment, c'est ça qui va faire en sorte que je vais pouvoir évaluer mon flow path. Comment est-ce que mes ouvertures à l'intérieur du bâtiment vont influencer les mouvements convectionnels à l'intérieur? Donc, cet exemple, j'arrive et j'ai ma porte d'entrée qui est ouverte et qui permet à l'air de rentrer à plein vers mon foyer d'incendie. Mon foyer d'incendie qui est au deuxième étage. Bien, plus le feu va pouvoir aller chercher de l'air, plus il va pouvoir augmenter en termes de puissance. Si j'arrive et que j'ai un flow path bidirectionnel, donc par ma porte d'entrée, la moitié de la porte, c'est de la fumée qui sort, l'autre moitié, c'est de l'air qui rentre, et que je décide de faire une ventilation au secteur 3. Donc, je décide d'aller créer une ouverture, ouvrir la porte patio au secteur 3 de mon incendie. Bien, il faut que je considère comment est-ce que cette ouverture-là va m'aider ou va me nuire en tant que pompier pour pouvoir progresser à l'intérieur. Donc, par exemple, si j'ai du vent qui pousse de l'arrière du bâtiment vers l'avant et que je décide d'ouvrir ma porte patio, mais que je rentre, moi, par la porte d'entrée en avant, qu'est-ce qui va arriver, vous pensez? Je vais me ramasser à ce moment-là dans un flow path beaucoup plus important, voire même un flow path qui peut aller jusqu'à unidirectionnel, où j'aurai l'ensemble des fumées qui sortiraient par ma porte d'entrée principale et l'ensemble de l'air de mon foyer d'incendie qui va rentrer par la porte patio. Mais ce qui va arriver à ce moment-là, c'est que moi, pour progresser, je vais me faire réchauffer beaucoup plus rapidement parce que je vais être directement exposé au mouvement convectionnel de chaleur. Et c'est ça qu'on veut éviter quand on parle de flow path. On veut absolument éviter d'être pris dans un flow path unidirectionnel. Les éléments de carbone, la fumée, elle n'a même pas besoin d'être en flamme. Elle n'a même pas besoin d'être enflammée pour créer des blessures et créer des brûlures. Plus mon mouvement d'air chaud, plus mes mouvements de fumée vont être rapides, plus il va y avoir de la vélocité dans mes mouvements de fumée, plus vite mon bunker, plus vite mon habit de combat va se faire réchauffer.
Pensez à un séchoir à cheveux. Si vous prenez un séchoir à cheveux puis que vous le mettez à la vitesse 1, puis que le séchoir à cheveux, il n'y a pas beaucoup de vitesse, mais ça va sécher les cheveux beaucoup moins vite que si vous prenez le même séchoir à cheveux puis que vous le montez à la vitesse 2. Ça sèche plus vite parce que j'ai plus d'air, j'ai plus d'éléments de chaleur qui vont venir frapper et qui vont venir sécher plus rapidement. C'est le même principe avec un flow path. Plus la vitesse du flow path va être importante, donc plus je vais avoir de la vélocité dans mon flow path, plus je vais faire réchauffer rapidement la matière par laquelle le flow path va passer. Et si je suis dans le flow path unidirectionnel, bien, plus ça va aller, plus je vais me faire réchauffer et plus à ce moment-là, il y a des risques de brûlure pour les intervenants. Donc, on doit absolument considérer les ouvertures qu'il y a autour du bâtiment. Comment est-ce que ces ouvertures-là vont affecter les mouvements convectionnels? L'autre élément qu'il faut considérer, c'est, comme je disais tantôt, la puissance de l'incendie. Je prends 30 secondes pour distinguer la puissance de l'incendie versus la température de l'incendie. Si j'ai un embrasement généralisé, il y a un feu qui atteint, je regarde sur ma caméra thermique, 1000 degrés Celsius. Mais que c'est un embrasement généralisé qui est localisé seulement dans un garde-robe, là, un walk-in, donc une petite pièce de garde-robe de 6 pieds par 6 pieds. Mon feu est quand même à 1000 degrés Celsius. Mais est-ce que j'ai besoin de beaucoup d'eau pour l'éteindre? La réponse est non. Parce que le feu, oui, il y a un terme de puissance, il y a peu de puissance de l'incendie parce qu'il y a peu de potentiel calorifique à l'intérieur et la pièce, elle est petite. Donc, j'ai une petite masse de flamme, si je peux m'exprimer ainsi, qui va réchauffer l'ensemble de la pièce. Donc, je vais avoir besoin d'une quantité d'eau beaucoup plus réduite que si j'ai un embrasement généralisé à 1000 degrés Celsius, mais dans une pièce de 30 pieds par 30 pieds, de 10 mètres par 10 mètres. Parce que je vais avoir plus de potentiel calorifique probablement à l'intérieur et je vais avoir beaucoup plus de puissance d'incendie. Donc, je vais avoir plus de radiation qui va être émise à ce moment-là. Donc, je vais avoir besoin de plus d'eau. Le potentiel calorifique va déterminer la quantité d'énergie qui va pouvoir s'échapper en termes de puissance de l'incendie. Par contre, il va falloir considérer aussi la quantité d'air qui rentre à l'intérieur. Si je reprends mon même exemple de ma pièce qui est de 30 par 30, mais où j'ai aucune ouverture, où je referme la porte, les fenêtres demeurent fermées et le feu ne peut pas aller chercher d'air. Mais même si j'ai une quantité très importante de potentiel calorifique à l'intérieur, comme mon feu n'a pas d'air, il ne peut pas développer de puissance. Et c'est ce qu'on appelle le principe de Thornton. Thornton est un chercheur scientifique dans les années 1917 environ, le principe de Thornton qui a été découvert. Il a découvert que la puissance d'un incendie est directement reliée à la quantité d'oxygène que mon feu va pouvoir absorber. Pensez là, à ceux qui font de la soudure, qui prennent une torche acétylène. Bien, ils ont besoin d'un mélange acétylène-oxygène. Ils rajoutent de l'oxygène dans leur torche pour aller chercher de la puissance au niveau de l'acétylène. C'est le même principe lors de notre incendie. Si ma pièce n'a pas de quantité d'oxygène suffisante, elle ne pourra pas développer de puissance de l'incendie. J'aurais beau avoir une pièce remplie de palettes de bois, si le feu ne peut pas aller chercher d'air, il ne pourra pas brûler. Il ne pourra pas développer de puissance. Et qu'est-ce que notre eau, elle fait sur un incendie? Elle absorbe la puissance de l'incendie, elle absorbe l'énergie émise par le feu. Est-ce que mon feu va pouvoir brûler plus longtemps? Oui, c'est sûr qu'il va brûler plus longtemps, mais il va libérer son énergie beaucoup plus lentement parce que la quantité d'oxygène va être limitée. C'est là où ça devient complexe sur le lieu d'intervention. Parce que pratico-pratique, tu arrives sur les lieux, 3 heures du matin, puis là, tu te dis, OK, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais une ventilation ou je ne ventile pas? Est-ce que si j'ouvre la porte à l'arrière, est-ce que ça va m'aider ou est-ce que ça va me nuire? Mais c'est là où l'analyse de fumée devient intéressante. Parce qu'avec l'analyse de la fumée, tu es capable de dire, bon, mais présentement, dans ce compartiment-là, dans cette pièce-là, où j'ai mon incendie, par exemple dans la cuisine à l'arrière, j'ai mon feu sur la cuisinière qui est en train de monter dans les armoires. Qu'est-ce qui manque
dans ce compartiment-là, en ce moment, quand je fais mon analyse, pour qu'il y ait un embrasement généralisé? Est-ce que j'ai assez de chaleur? Est-ce que j'ai assez de combustible? Le combustible étant la fumée. Oui, les matières solides sont combustibles, mais tant qu'ils ne sont pas pyrolysés, ils ne dégagent pas des gaz qui peuvent s'allumer pour faire un embrasement généralisé. Donc, la fumée, on l'a déjà dit souvent, c'est notre combustible principalement. Donc, est-ce que j'ai assez de combustible? Est-ce que j'ai assez de chaleur? Et est-ce que j'ai assez d'oxygène? Ou qu'est-ce qui manque dans mon triangle du feu? Si mon incendie est au début de sa progression, si mon incendie est seulement au début de sa courbe, que j'ai 2-3 pieds de fumée, qui ne fait pas si chaud que ça et qu'il y a beaucoup d'air dans la pièce, le fait de le ventiler, est-ce que ça va m'aider ou ça va me nuire? Bien, souvent, ça ne va pas nécessairement me nuire à ce moment-là. Évidemment, si je le laisse aller, je vais juste permettre au feu d'aller chercher plus d'air et d'augmenter plus rapidement. Mais si je ventile là en ce moment et que je mets mon application d'eau tout de suite, ça ne va pas me nuire. Ça, au contraire, ça va me permettre d'éliminer la chaleur dans la pièce. Ça va me permettre de se faire sortir les gaz chauds. C'est ce qui fonctionnait depuis les années 70, 80, 90. Nos feux étaient très, très lents en évolution. On avait de la chaleur qui s'accumulait. Qu'est-ce qu'on voulait faire? On voulait rapidement ventiler ces feux-là pour faire sortir la chaleur, faire sortir la fumée, parce que c'est notre fumée qui créait nos embrasements généralisés, ce qui est encore le cas aujourd'hui, mais cette fumée-là s'accumulait beaucoup moins rapidement. Donc, on faisait le classique, j'ouvre en arrière, je rentre par en avant, je mets mon eau et je fais mon attaque coordonnée avec ma ventilation. En faisant ça, on créait un flow path momentané, mais où je pouvais rentrer à l'intérieur. Pourquoi ça a changé aujourd'hui? Parce qu'on sait que nos nouveaux matériaux produisent 2 fois plus de fumée. Donc, 2 fois plus rapidement, en produisant plus de fumée, mon feu va faire quoi? Rapidement, il va passer de je manque de chaleur et je manque de combustible à je suis en train de m'étouffer par moi-même. Donc, le feu va produire beaucoup plus de fumée, va donc empêcher cette fumée-là, va donc empêcher une grande quantité d'oxygène de pouvoir rentrer. C'est là où je vais avoir un flow path qui va être avec un plan neutre beaucoup plus bas. Donc, mon flow path va s'installer, mais il va faire en sorte que mon feu va tomber en manque d'oxygène plus rapidement. Moi, qu'est-ce que je fais à ce moment-là si j'ai un feu qui est en train de tomber en déclin par manque d'oxygène et que je crée une ouverture supplémentaire? Je vais créer cette ouverture supplémentaire-là en me disant « Hey, je vais faire sortir la chaleur, je vais faire sortir la fumée, donc ça va m'aider. » Sauf qu'en faisant sortir de la chaleur et en faisant sortir de la fumée par une deuxième ouverture, je viens faire quoi dans le bas de cette ouverture-là? Je viens d'y permettre d'aller chercher plus d'oxygène. Mon feu, il était en train de tomber en déclin et moi, je lui amène plus d'oxygène. Est-ce que je viens de m'aider comme pompier? La réponse est non. Le flow path que je vais créer par la sortie de fumée et par la quantité d'oxygène qui va entrer dans le bas, bien, je permets au feu de doubler sa puissance à ce moment-là. Pourquoi je parle de doubler sa puissance? Bien, c'est simple. Si j'avais, exemple, dans le bas de la porte d'entrée, une quantité d'air X qui rentrait, donc une porte, c'est 3-4 pieds de large, donc par 2 pieds de haut à niveau de mon plan neutre. Bon, mais j'avais 2 pieds d'air qui pouvaient rentrer à l'intérieur de ma pièce par la porte principale. Ma puissance est reliée à quoi? Ma quantité d'oxygène qui rentre à l'intérieur. Donc, mon feu ne pouvait prendre son air que par ce 2 pieds d'air-là, par la porte principale. Si j'ai une équipe qui est à l'arrière et qui ouvre la porte patio et qui installe un flow path comme ça, donc avec un autre 2 pieds d'air qui peut rentrer, bien, je viens de faire quoi? Je viens d'avoir 2 pieds d'air en avant, 2 pieds d'air en arrière. Ça fait 4 pieds au total. Je viens donc de doubler le potentiel de puissance que mon incendie va pouvoir libérer parce que mon feu va pouvoir doubler en quantité d'oxygène qu'il va pouvoir aller chercher à ce moment-là de l'intervention. Et c'est là que ça devient compliqué. Parce que tu dis, oui, mais je ventile, ça fonctionne, j'arrive sur le même feu, mais 5 minutes plus tard, je ventile, ça ne fonctionne pas. Au contraire, ça va moins bien. C'est normal, c'est qu'il faut analyser justement ces flow paths-là. Donc, comment faire pour analyser le flow path? Je reviens à mon 360. Mon 360 va devenir la clé pour pouvoir comprendre comment est-ce que
l'ouverture d'une fenêtre ou d'une porte va avoir un effet sur mon incendie. Ceux qui font de la prévention dans les écoles, dans les garderies, vous le savez, qu'est-ce qu'on dit aux professeurs, puis aux directions d'école, puis aux directions de garderie quand on fait de la prévention? S'il vous plaît, lorsqu'il y a une alarme incendie, vous fermez vos fenêtres, vous fermez vos portes. Pourquoi? Parce qu'on limite la quantité de fumée qui va pouvoir s'accumuler. Ça va faciliter l'évacuation des occupants, mais en même temps, ça va limiter la quantité d'oxygène si jamais il y a un incendie. On vient faire quoi? On vient couper les mouvements convectionnels à l'intérieur de nos bâtiments. Le problème, c'est que nous, on doit rentrer à l'intérieur de ces bâtiments-là. On va donc devoir créer des ouvertures. Et l'impact de la création de ces ouvertures-là va se faire à ce moment-là, va se faire sentir sur les lieux d'intervention. Comment faire alors pour limiter le mouvement convectionnel? Très simple, il existe des techniques qu'on peut utiliser. Première technique, refermer la porte. Je rentre à l'intérieur du bâtiment. Mon fontainier reste au niveau de la porte. On va appeler ça le doorman qui va venir refermer la porte et qui va pousser le jet vers l'intérieur. Il va donc faire quoi? Il va donc permettre une plus petite quantité d'oxygène à rentrer à l'intérieur avec moi. Ça, c'est une des techniques. L'autre technique, l'utilisation du fameux rideau de fumée, le smoke curtain. Donc, en ouvrant la porte du bâtiment, je viens installer mon rideau, qui est une espèce de toile Nomex, qui va venir limiter la sortie des fumées et qui va venir limiter la quantité d'air qui va pouvoir rentrer à l'intérieur. Donc, je viens de regagner un pompier parce que j'ai plus besoin d'avoir un pompier qui tient la porte et je viens avancer vers un foyer d'incendie, mais en limitant le mouvement convectionnel, non seulement la quantité de chaleur que j'ai au-dessus de la tête et la quantité d'air qui va rentrer à l'intérieur. Puis là, vous allez dire, attends une minute, Simon, tu es en train de me dire qu'il faudrait que je referme la porte en arrière de moi en progressant. Il me semble que c'est contre-intuitif. C'est vrai, parce qu'on a appris à rouvrir la porte, je mets un coin de bois. J'arrive à la deuxième porte, j'ouvre la porte, je mets un coin de bois. Mais qu'est-ce qui arrive en faisant ça? C'est que je permets à plus d'air de me rafraîchir moi, donc ce qui est bien, sauf que cette même air-là, ça va nourrir l'incendie au niveau de sa puissance. Et en haut de ma tête, qu'est-ce que je viens faire? Je viens de permettre à plus de fumée de sortir au-dessus de ma tête. Mais plus le mouvement d'air au-dessus de la tête est rapide, bien plus j'ai des éléments de carbone qui vont pouvoir venir réchauffer la pièce. Plus, à ce moment-là, je vais être exposé à plus de chaleur radiante par ce mouvement des fumées-là. On a tous déjà connu des pompiers qui ont dit on avançait vers le foyer d'incendie, puis à un moment donné, ça l'allumait en arrière de nous autres. Pourquoi ça l'allumait en arrière? Parce que mon mélange de fumée était trop riche pour s'allumer en avant. S'en va vers la sortie des fumées. Whoop, quantité d'oxygène plus grande vers la sortie. Atteint sa plage d'inflammabilité et là, ça allume en arrière d'eux autres. Donc, si on est capable de limiter le mouvement convectionnel dans lequel on se trouve, d'éviter de se faire prendre dans un flow path, c'est là que ça va devenir extrêmement intéressant et surtout beaucoup plus sécuritaire pour les équipes qui vont progresser à l'intérieur. Mais là, je vais progresser à l'intérieur de mon foyer d'incendie. Qu'est-ce que je peux faire pour m'aider en plus? C'est là où la technique du gas cooling va devenir intéressante. Je rappelle, c'est quoi le gas cooling? C'est comme de prendre une petite quantité d'eau en jet diffusé, quasiment un jet brume, là, juste à peine pour dire. Et j'aime bien utiliser l'image de la bouteille de Windex. Donc, au fur et à mesure que je vais avancer, c'est comme si je prenais une bouteille de Windex, là, puis je viens spreader au fur et à mesure mes pulsations d'eau dans mes fumées. Je veux avoir juste une petite quantité d'eau. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que cette quantité d'eau-là fasse une grosse production de vapeur. Je veux une légère production de vapeur avec une très faible débit, juste assez pour faire baisser la température de mes fumées. Plus mes fumées sont froides, plus mes plages d'inflammabilité réduisent. Moins ma fumée est chaude, moins elle peut s'allumer. Et en plus, la différence avec la vapeur, en mettant de la vapeur à l'intérieur de la fumée, je viens inerter en quelque sorte la possibilité que ces fumées-là puissent s'allumer au-dessus de ma tête.
Et qu'est-ce qui arrive à un gaz? Quand je le refroidis, on le sait, le gaz, il se contracte. Donc, je vais pouvoir augmenter ma visibilité, mon plan neutre, dans certaines situations pour mieux voir à l'intérieur. Mais si je ne ferme pas la porte en arrière de moi et que j'ai un gros mouvement convectionnel et je suis toujours en train de me battre avec de la nouvelle fumée qui essaie de sortir vers l'arrière de moi, bien, je vais tout le temps être en train d'arroser, arroser, arroser, arroser. Et là, mon gas cooling devient inefficace dans ma progression. Donc, si je reviens au flow path, c'est vraiment ça. C'est vraiment de comprendre comment est-ce que la sortie des fumées de mon bâtiment va affecter mon feu par l'arrivée d'air à l'intérieur. S'il n'y a pas de fumée qui sort, il n'y a pas d'air qui peut rentrer. C'est simplement physique comme principe. Qu'est-ce qui peut influencer le flow path? Bien, on a parlé des ouvertures, mais il y a un autre facteur très important qu'on va devoir considérer, c'est le vent. Le vent va être un facteur hyper important à considérer parce que le vent va faire un effet de accélérant pour mon foyer d'incendie. Plus il va y avoir de poussée de vent, plus mon feu va pouvoir gagner en puissance à ce moment-là. C'est ce qu'on peut appeler un wind-driven fire, un feu alimenté par le vent. Malheureusement, il est arrivé des décès de pompiers aux États-Unis et aussi au Canada probablement, mais aux États-Unis, on a la chance d'avoir des rapports très, très, très clairs à ce sujet-là sur l'effet des wind-driven fire. Un des premiers wind-driven fire vraiment qui a été étudié, c'est le Vandalia Place au service incendie de New York. Qu'est-ce qui s'est passé? Un début d'incendie dans un appartement qui était exposé au vent. Donc, le vent soufflait sur le côté où l'appartement était en feu. Et les pompiers progressent. Et en arrière de ces pompiers-là, il y a un citoyen qui décide, parce qu'il sent de la fumée, d'ouvrir sa porte patio, et qui ouvre la porte de son logement. Mais en faisant ça, il est venu créer une sortie pour les fumées. Donc, les fumées qui étaient en surpression à l'intérieur sont devenus en mesure de pouvoir sortir. Et ça a vraiment fait un effet de Z. Donc, l'air rentrait par le logement, donc un air frais qui était alimenté par le vent, créait une très forte surpression dans le logement de mon foyer d'incendie. Et là, toutes les fumées chaudes pouvaient donc sortir par le corridor et par l'appartement de sortie, mais qui était à l'opposé. Ce mouvement-là, qu'on appelait le flow path ou le black fire, parce qu'il n'y avait même pas de flammes, c'était juste des grosses fumées riches et très, très chaudes, a fait en sorte que malheureusement, les pompiers qui étaient dans le corridor, ils sont décédés. Mais les pompiers qui étaient dans ce corridor-là étaient avec un jet d'attaque de 2,5 pouces. Et même avec leurs 2,5 pouces, ils n'ont pas été capables de combattre toute l'énergie, toute la puissance que l'incendie était sur eux, par cet effet d'augmentation du vent-là. Et là, ça, c'était dans un bâtiment de grande hauteur, plusieurs étages. Et au début, on se disait, les wind-driven fire, ça se produit dans des bâtiments de grande hauteur. Mais malheureusement, au Texas, Houston, il est arrivé le même principe, un vent qui n'était pas un vent de 80 km/h en passant. On parle d'un vent beaucoup plus faible que ça, mais où à un moment donné, il y a eu un bris accidentel de la verrière à l'arrière, donc l'espèce de section véranda qui était couverte de vitres, s'est brisé et qui est devenu finalement créer un mouvement convectionnel, un flow path unidirectionnel vers la sortie des pompiers. Et les pompiers se sont fait prendre où? Se sont fait prendre entre où le feu était et où le feu sortait finalement par la sortie. Ce mouvement convectionnel-là, qui est très, très, très chaud et qui est très alimenté par le vent, va devenir problématique. Et là, on parle d'un flow path sur le même étage. Dans quelle autre situation est-ce que je pourrais avoir un flow path unidirectionnel? Bien, c'est lorsque mon feu va être sur un étage différent que mes pompiers. Donc, exemple, j'ai un feu au niveau d'un étage inférieur, comme le sous-sol d'un bâtiment.
mes pompiers rentrent par la cage d'escalier et se retrouvent finalement dans la cheminée verticale de mon foyer d'incendie. Donc, l'entrée d'air se fait par le bas de l'ouverture. Les pompiers sont dans la cage d'escalier au-dessus de cet incendie-là et se font prendre dans le mouvement convectionnel. Et on a le cas de Prince George County où on a les pompiers O'Toole et Sorrell qui ont été malheureusement coincés dans un mouvement convectionnel, un flow path. Et on parle ici d'une maison qui était en rez-de-jardin. Donc, tu arrivais, tu avais le rez-de-chaussée. Et au sous-sol, à l'arrière, il y avait une porte patio. Un bon incendie, mais dans un petit bâtiment. Le bâtiment, il fait peut-être 20 par 30 seulement. C'est une petite maison. Mais quand ils ont ouvert la porte pour la cage d'escalier, le vent qui soufflait de l'arrière de la maison vers l'avant a pu s'engouffrer par la cage d'escalier et a pu transformer rapidement l'atmosphère au rez-de-chaussée, faisant en sorte que les pompiers se sont fait trapper à l'intérieur. Malheureusement, le pompier O'Toole et Sorrell, les pompiers ont été blessés gravement, brûlés gravement à ce moment-là par ce mouvement convectionnel-là. Donc, en résumé, le flow path, c'est vraiment le mouvement convectionnel des fumées à l'intérieur. On veut contrôler notre flow path. On va contrôler notre flow path comment? En fermant les ouvertures, en évitant de faire une mauvaise ventilation et en s'assurant qu'on ne se retrouve jamais entre où le feu est et où le feu veut se diriger. On va contrôler le flow path également par l'arrivée du vent. Donc, des fois, de dire, je rentre systématiquement par l'avant du bâtiment, alors que peut-être que j'aurais avantage pour faciliter ma progression de rentrer par l'arrière parce que mon vent pousse mon feu de l'arrière vers l'avant. À ce moment-là, je vais rentrer dans l'arrivée d'air frais et je vais me retrouver à être en quelque sorte protégé par l'arrivée d'air frais. Oui, ça va permettre à mon feu d'aller chercher plus de puissance. Par contre, je vais m'assurer de ne pas être dans ce mouvement convectionnel-là des fumées qui vont être très, 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 très chaudes. Donc, ça va être beaucoup plus bénéfique pour notre intervention. Si vous avez des questions, si vous avez envie d'en apprendre davantage, je vous invite encore une fois à nous écrire à info@flashformation.com. Vous avez les articles du flow path qui ont été écrits sur notre nouvelle revue en ligne interactive 2.0 et également à nous appeler si vous avez besoin d'informations supplémentaires puis vous désirez avoir des cours sur l'analyse de la fumée, les mouvements convectionnels à l'intérieur, le cours numéro 3 qui est principe de propagation à l'intérieur d'un incendie de bâtiment. C'est exactement ce de quoi j'ai parlé aujourd'hui, mais avec encore plus d'analyse, donc être capable de mieux l'appliquer. Ça va nous faire plaisir de venir dans votre service incendie ou de former des instructeurs dans votre service incendie pour qu'ils puissent eux-mêmes devenir les agents de diffusion à travers ce programme-là. Donc, vous n'hésitez pas à nous écrire ou à communiquer avec nous. Entre-temps, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et votre fidélité à notre podcast de Flash Formation et je vous dis à la prochaine pour un autre épisode du podcast. Salut la gang, je prends quelques minutes pour vous informer que dès 2026, les formations de Flash Formation vont se retrouver maintenant sur une nouvelle plateforme électronique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour les services incendies, vous allez pouvoir suivre la formation de Flash Formation, mais directement chez vous. Pour les services temps partiel qui ont des temps limités de formation, ce que ça permet, c'est de bonifier votre nombre d'heures de formation sans avoir besoin de vous présenter en caserne. Une nouvelle plateforme qui est très facile d'utilisation avec un nom d'utilisateur, un mot de passe. Et dès 2026, vous allez retrouver la formation phénomène thermique, analyse de fumée et mouvement convectionnel sur cette nouvelle plateforme. Visitez le flashformation.com pour obtenir plus de détails et on remercie énormément la gang du Collège Notre-Dame-de-Foix, donc le CNDF, ainsi que le Centre Risque pour leur partenariat dans ce nouveau projet.
Salut tout le monde, c'est Simon. Je prends 30 secondes pour vous annoncer que Flash Formation est hyper content de vous présenter les nouveaux outils de gestion d'intervention qui sont maintenant disponibles sur le site Internet de Flash Formation au www.flashformation.com dans la section boutique. Vous allez retrouver des tablettes de gestion d'intervention en pad métallique ou en version tablettes minces en PVC qui vont servir d'aide-mémoire pour assurer la gestion de l'intervention. Donc, allez visiter le www.flashformation.com dans la section boutique.